Amis lillois, amis d'autres clubs, bienvenue à vous. Ça faisait longtemps, attention, des semaines très chargées dernièrement pour moi. Je n'ai pas fait de vidéo, mais me revoilà. Parce que, après cette victoire en Coupe de France samedi dernier, c'est le moment de faire un bilan de mi-saison. C'est le moment de faire un bilan de nos dogs. C'est un moment important. Bon, il n'y aura pas que du positif, même si je pense qu'il y aura quand même des bonnes choses à dire. On va commencer sans plus attendre par ce que je pense être un peu le plus important, un petit état des lieux. Bon, le LOSC actuellement est quatrième de Ligue 1. Enfin, troisième ex aequo avec Marseille. Simplement, Marseille a une différence de but plus élevée. Enfin, moins élevée justement. Donc ça veut dire que on est quatrième, mais on est au même nombre de points que l'OM. Il y a juste au-dessus de nous le Paris Saint-Germain, pas étonnant, et le Racing Club de Lens. Le Racing Club qui a fait un très beau travail, il faut l'admettre, faut pas non plus mentir, mais en tant que supporter lillois, ça me fait pas plaisir. Mais bon, c'est comme ça. Donc une série, du coup on a été sur 10 victoires, 2 nuls contre Paris et Brest, 4 défaites. Ce qui est assez emmerdant. Les défaites notamment contre Nice, Lens, Lyon et Strasbourg auraient toutes pu être évitées. Mais malheureusement, il y a eu des problèmes dans cette équipe et ça, on va en reparler. Mais malgré tout, quatrième, c'est un bilan positif. Maintenant, Ligue Europa. 20e de Ligue Europa. Ça fait pas plaisir. 3 victoires, 3 défaites. 3 victoires, donc contre la plus récente, c'était contre le Dynamo Zagreb. Donc ça, c'est bien, mais c'est pas ça le plus important. Une victoire contre le SK Brann et une victoire contre, j'ai oublié le nom de la dernière équipe, je suis désolé. Ah oui, non, contre la Roma, bien évidemment. La Roma, et comment j'ai pu oublier la Roma, exceptionnelle. 3 défaites très frustrantes, honnêtement. Défaite donc face au PAOK. Si vous voyez la vidéo que j'ai fait, vous allez voir que je suis dégoûté de cette défaite, vraiment. L'étoile rouge, j'en parle même pas. C'était n'importe quoi. Et puis bon, les Young Boys, on n'a même pas pu voir le match. Ça fait chier, c'est 3 défaites, ce qui nous classe très mal dans cette Ligue Europa, qui était pourtant accessible. On n'avait pas un groupe horrible. La Roma, c'était censé être le truc qui nous faisait le plus peur. Finalement, on est tombé face aux Young Boys, face au PAOK et face à l'Étoile Rouge. Bon, c'est comme ça. Sinon, pour la Coupe de France, nous sommes 16e. On a battu Saint-Maur, Lusitanos, mais un peu dans la difficulté quand même, avec un beau but de Marius Broholm qui, pour le coup, a montré toutes ses qualités, donc bravo. Et un Arnaud Baudard qui a été héroïque, non, contrairement à son match face à Nice. Pour ce qui est de certaines stats intéressantes, alors je dirais que le top buteur déjà du club, alors on va faire les 3 top buteurs. On a Hamza Igaman, bien évidemment, avec 9 buts, toutes compétitions confondues. Pour un temps de jeu assez limité, c'est quand même assez exceptionnel quand on voit le garçon. Håkon Haraldsson, du coup, qui nous a marqué un total de 6 buts. Donc, très beau bilan également, quand même. Il nous a sauvé de certaines situations quand même. C'est un joueur de qualité qui a pas forcément toujours joué parce qu'il a eu quelques problèmes apparemment au niveau musculaire, il semblerait. Donc bon, ça a été un peu emmerdant. Et Olivier Giroud qui a un total de 5 buts, il me semble, du coup, oui. Donc 4 en Ligue 1 et 1 en Ligue Europa. Donc après, sinon pour les passes décisives, notre top passeur est Félix Correa. Donc c'est des stats individuelles qui peuvent sembler sympas, mais qui à mon avis devraient être plus élevées quand on voit la qualité d'effectif qu'on a. Mais bon, ça, je vais en parler juste là maintenant sur les notes individuelles des joueurs du LOSC. Donc je vais faire poste par poste. Donc gardien, défenseur central, arrière gauche, arrière droit, milieu, milieu offensif. Après, on va faire du coup les attaquants. Tous les joueurs qui ont joué, certains seront exemptés de notes parce qu'ils n'ont pas joué. Donc, on va commencer tout de suite avec les gardiens. Notre Berkehauser qui a été source de critiques à des moments,
mais qui, à mon avis, a quand même montré beaucoup de choses suite à des défaites en Europa League qui ont été assez conséquentes, parce qu'on en a enchaîné 2 grosses, puis en Ligue 1 ça allait pas toujours très bien. Donc pour le début de saison, c'était très mitigé, mais il y a eu un match où il a été incroyable et décisif et depuis, on sent qu'il a vraiment pris en confiance, qu'il s'est bien accommodé, qu'il a l'air de porter fièrement le maillot et qui fait de plus en plus de belles choses avec le collectif. Donc c'est pour ça que je lui mets la note de 6,5 sur 10. Parce qu'il y a du progrès et c'est le plus important et c'est flagrant, surtout. Ensuite, Arnaud Bodard. Alors, j'allais mettre une très mauvaise note parce que les 2 seuls matchs qu'il a joués ont été, très mauvais, des erreurs, notamment le match à Nice où même lui l'a admis que c'était un des pires matchs de sa carrière. Mais face à Lusitanos, il a quand même sauvé l'équipe d'un beau pétrin, donc pour ça, je veux lui mettre 4. Voilà, c'est pour sauver un peu les meubles, je lui mets 4. Ça peut augmenter par la suite puisqu'il a la Coupe de France à jouer et il sera peut-être appelé à un moment. On ne sait pas ce qui peut arriver. Marc-Aurèle Caillard, ça sert à rien que je mette une note parce que, bah, il n'a pas joué et puis après bon, pour les gardiens, Thomas Hadjou, Sami Merzouk, Zadig Lansad, pareil. Pour Alexandro, exempté de note parce que bon, il a joué quelques matchs où il a été bon comme d'hab, mais bon, il a été blessé le reste du temps, donc je peux pas vraiment lui donner une note. Nathan Ngoy ensuite, alors je lui ai mis 5. Début de saison explosif, après des grosses difficultés et parfois des erreurs qui ont coûté des buts. Donc c'est pour ça que je mets très mitigé, 5. Chancel Mbemba, je lui mets 6 parce que il est arrivé tard, il a commencé un peu tard. Des très bons matchs, malgré des erreurs, mais il y a des moments, il a été un patron de la défense, donc il mérite un 6, voire un 6,5. Aïssa Mandi, je lui mets 8 parce que c'est lui qui a tenu la défense réellement pendant l'absence d'Alexandro. Lui qui n'a pas été si bon que ça la saison dernière, très décevant. Là, il n'a déçu personne et je pense que vous allez tous être d'accord avec moi sur ça. Ousmane Touré qui s'est blessé en début de saison, j'ai pas besoin d'expliquer que ça sert à rien que je lui mette une note. Maxima Goffi, bon, c'est un jeune du centre de formation, il a joué un peu. Hier, il a joué, il s'est quand même un peu illustré. Donc, pour ça, je lui mets une note de 7. C'est une note d'encouragement aussi pour la suite, parce qu'il n'a que 17 ans. Pour les arrières gauche, alors Romain Perrault, je lui ai mis 8,5 parce que il tient son couloir droit, des buts, des passes décisives. Mmh, donc très offensif, il fait beaucoup de belles choses. C'est un arrière gauche qui a consolidé ce poste dans lequel on avait des grosses carences justement au mercato de dernier et il a été très bon et ça on peut que lui redonner. Pour son concurrent Calvin Verdonk, je vais lui mettre 6,5 parce que pour moi, ce qui a vraiment joué dans sa mauvaise note, c'est le dernier carton rouge qu'il s'est pris, qui a été à mon avis qui était bête. Il n'aurait pas dû se prendre ce carton rouge sous la colère, on avait un peu l'impression. Mais malgré tout, surtout en Ligue Europa, on l'a vu, je vous rappelle contre le PAOK, c'était 2 de ses corners qui ont mené à des buts. Donc Calvin Verdonk, à mon avis, a fait un très bon boulot. Certains ne l'aiment pas, je pense qu'ils n'aiment juste pas, peut-être parce qu'ils ne le connaissent pas, beaucoup ne l'aiment pas. Honnêtement, je trouve qu'à des moments où l'équipe ne mouillait pas beaucoup le maillot, c'est lui qui était là. Voilà. Thomas Meunier, je vais lui mettre un 7 parce que, pareil, là je vais en parler juste après, mais il a été là parce que Thiago Santos était blessé et il a toujours fait le taf. Parfois il a été très offensif, parfois il a vraiment amené beaucoup de choses offensivement et en tant que défenseur, bah, il a pu un peu sauver des meubles là où il fallait, donc c'est très positif comme bilan au final, 7. Thiago Santos, ma note personnelle, bon, bah, je vais lui mettre 3,5 parce que bon, revenu de blessure, je veux bien être indulgent, mais à des moments, on a senti que, c'était pas bon. C'était pas bon, notamment, le match contre le PAOK. Là, vraiment, c'était n'importe quoi. Il jouait comme un pied. Il y avait rien qui allait, rien qui allait. Il y a des fois, Thiago Santos, je ne l'ai pas reconnu à son retour de blessure. Maintenant, 23 ans, enfin 22-23 ans, heu, il a plein de belles années devant lui et puis même, là, c'est une mauvaise période, il revient de blessure, ça va revenir. Mais il faut qu'il se réveille. Pour, les milieux maintenant, Ngala, donc Ngale Mukao, qui
C'est qui a été un peu blessé à des moments, mais qui, bon, a marqué le but de la victoire face à Brest, qui a marqué un beau but, il me semble, en Ligue Europa face au Dynamo Zagreb, là où il a été très bon. Il a été moins bon que la saison dernière et donc moins utilisé par Bruno Genesio, mais a tout de même apporté de belles choses. Bon, pour ça, je veux lui mettre un 5,56. Voilà. Nabil Bentaleb, qui a eu un rôle, pour moi, entrant de luxe à des moments, où il apportait de belles choses. Il faut avouer qu'à des moments où on avait besoin de lui, notamment les dernières blessures de Ayoub, bah, il a bien fait le taf quand même, hein. Et sur ça, je peux que dire bravo et j'espère le voir continuer comme ça. C'est un enfant du Nord, c'est important de le rappeler. Donc bravo, bravo Nabil. Pour Benjamin André, eh beh, écoutez, je mets 7,5 parce que c'est notre patron, c'est notre capi. Il mérite entièrement cette note parce que quand il était pas là, c'était la merde et quand il est là, bah, ça marchait un peu mieux déjà. Donc il a un impact sur l'équipe qui est non négligeable. Donc c'est pour ça 7,5 et puis chaque match, il joue bien. Donc bien évidemment, je peux pas dire mieux. Hugo Ragoubert, alors bon, il a pas beaucoup joué, donc j'hésitais à lui mettre une note ou pas. Mais comme sur les matchs qu'il a joués, bon, je pense qu'il peut mieux faire. Donc je lui ai mis 4. Un peu comme Thiago, je pense, il doit faire plus. Mais bon, c'est un jeune joueur. C'est un jeune. Pardon. Pardon, excusez-moi. C'est un jeune joueur, donc lui, son lui le temps. Ayoub Boadi, alors je comptais lui mettre une très bonne note parce qu'il était incroyable à des moments en début de saison. Je le disais, il était partout. J'ai adoré ce joueur, j'adore toujours ce joueur. Il a prolongé. Bon, j'en parle juste après dans mon point mercato très rapide. Mais bon, les cartons rouges qu'il s'est pris dernièrement pour des erreurs bêtes, vraiment, c'est pas possible. Vraiment. Bon, ensuite, André Gomez, j'ai ce que j'ai besoin de dire, hein. On sait qu'il va partir cet hiver, de toute façon, donc bon. Enfin, dès que possible, il part, donc ça sert à rien que je lui mette une note. Ocon, eh ben Ocon, je lui ai mis 7 parce que débute dans des matchs importants, une présence offensive très intéressante et il a mouillé le maillot à des moments, ça mouillait pas beaucoup le maillot, donc bravo Ocon. Bon, maintenant, on va passer aux attaquants. Alors, j'ai mis Ethan Mbappé en attaquant parce qu'il a quand même plus joué en ailier en soi, donc bon. Pour Ethan Mbappé, alors entrant de luxe, donc quand il rentre, c'était des beaux buts. Euh, Il a marqué un but, c'était face à Marseille, oui, hein, donc très très beau celui-là, incroyable. Ethan Mbappé qui montre un peu qui il est, qui ne réussit pas seulement grâce à son frère, qui n'a que 18 ans, donc c'est très positif pour le moment. Première partie de saison qui est satisfaisante. Il lutte pour une place de titulaire, et il le mérite. Marius Broholm, que j'ai un peu vivement critiqué en début de saison, même si bon, j'en attendais beaucoup de lui parce qu'il reste jeune. Un début de saison très compliqué, beaucoup de pertes de balles, ça n'allait pas dans le sens du jeu, il a été remplacé rapidement. Mais depuis qu'il a rejoué un petit peu, qu'il a regagné un peu la confiance de Genesio, je trouve qu'il apporte des belles choses. Notamment, c'était face à l'Étoile Rouge de Belgrade, où là, il avait été très bon quand l'équipe a été mauvaise. Donc, de l'avenir. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être y voir un peu un Zegrova à l'avenir, enfin dans le sens où il peut dribbler et il va nous apporter. Je pense que la saison prochaine, il sera encore plus en feu. Mais bon, qu'il le soit maintenant, on espère aussi. Bon, Mathias, c'est vraiment pas sérieux. Il y a des moments, tu n'avançais pas. Tu n'avançais pas. Après, il a été blessé, donc j'atténue un peu sa note, mais vraiment, il y a eu du bon, mais j'ai trouvé qu'il a été trop absent, donc c'est pour ça, je pense que 4,5, c'est adapté. Je suis désolé, mais j'ai espoir pour lui. C'est un joueur de talent, il est rapide, il apporte quelque chose, mais il y a des fois, il ne se bouge pas assez le cul. Pour Osamé, alors Osamé, très bon dans beaucoup de matchs et dans d'autres matchs, plus difficiles. 6. Voilà, mais de la très bonne technique. Il amène à des situations dangereuses. Là où certains de ses coéquipiers, c'est un peu plus compliqué. Mais je lui mets 6 parce qu'il y a eu des fois où il a été aussi un peu plus absent. Peut-être que c'est pour ça qu'il n'a pas eu sa place de titulaire tout le temps. Mais bon. Ensuite, Félix Correa. Alors, Félix Correa, qui a beaucoup joué quand même cette saison. Alors, encore heureux qu'il ait mis quelques buts,
qu'il ait mis des passes décisives, mais c'est trop juste. C'est trop juste pour moi. Félix Correa est beaucoup trop juste. Hem, il peut mieux faire, il doit mieux faire, donc je lui mets la même note que Mathias, 4,5. Olivier Giroud. Olivier Giroud, Olivier Giroud, pour moi, on en attendait beaucoup, même si moi je pense qu'il a quand même un certain âge. En attendre un peu trop de lui, c'est pas raisonnable forcément. Donc je lui mets 5,5, voire 6, parce qu'il y a eu quand même des buts. Mais dans les grands moments, voilà, on attendait plus d'un buteur, mais ce n'est pas que de sa faute parce que l'équipe entière est comme ça. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Et oui, pour moi, 5,56, pas plus. Bon, on va parler aussi d'un petit jeune du centre de formation, Soriba Diaoun. Alors bon, but incroyable face à Metz, passe décisive incroyable face à. C'était face à. Contre Dynamo Zagreb, je crois. Je sais plus, mais en tout cas, c'était en Ligue Europa, il me semble. Oui, Soriba Diaoun, très bon. La formation lilloise a de très belles années devant lui et je pense que lui, il va exploser bientôt. Puis j'ai gardé le meilleur pour la fin. Bon, vous connaissez, je risque de ne pas être vraiment objectif avec ce joueur. Hamza Igaman, 9 sur 10. Le peu de temps de jeu qu'il a eu par rapport à ce qu'il aurait mérité d'avoir, 9 buts, 9 buts, des passes décisives, euh, techniquement incroyable. Le jeu se débloque souvent avec lui. Il mérite d'être titulaire plus que Giroud dans l'état actuel des choses, même si Giroud, bien évidemment, doit jouer des matchs et surtout sert de modèle pour l'instant à Hamza et de mentor, et c'est très important. Mais Hamza Igaman, pour moi, est le dog de cette première partie de saison, que ça puisse sembler bizarre ou non. Mais en tout cas, Hamza Igaman est mon joueur préféré. Je l'avais dit dans la vidéo de Mercato qu'il nous le fallait. Eh bien, c'est exactement pour ça que je répète qu'il nous le fallait. Il nous le fallait et je suis content qu'il soit avec nous. Il y a eu des rumeurs de départ à Villarreal et tout, je sais pas quoi, mais il partira pas. Il va rester. Et il a l'air de s'y plaire. Je pense que on a de très belles choses à vivre avec lui, à l'instar de ce qu'on a pu vivre avec Jonathan David, par exemple. Donc j'espère vivre la même chose avec lui. Merci Hamza d'être là. Voilà. Donc j'ai fini mes notes. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Je pense qu'il y a eu des moments où l'équipe a manqué de motivation et de grinta, de jeu, de jus, quoi, voilà, pour faire des belles choses. Qu'à des moments, c'était trop feignant. Euh, on sous-estimait les adversaires et ça nous a joué des tours, surtout en Europa League. Et en Ligue 1, toutes ces défaites-là, je le répète, auraient dû être évitées. Nice, qui fait une très mauvaise saison par rapport à ce ils auraient pu être capables de faire et ce qu'ils ont fait les autres années. La saison catastrophique de Nice, on méritait de gagner dans ce match. Strasbourg, on aurait mérité d'aller arracher le match nul au moins. De se prendre 2 buts comme ça, c'était pas possible. Le match face à Lens, bon bah c'était la Beaujoire, c'est un derby, c'est assez dur. Mais ça faisait quand même des années qu'on n'avait pas perdu un derby. La dernière fois, c'était sous Gourvenec, donc ça commence à dater. Voilà, donc pour moi, c'était pas mérité. Puis bon, l'autre défaite, c'était contre qui déjà la dernière défaite? Lyon. Lyon, c'était notre match le plus difficile pour beaucoup. Enfin, c'est le match le plus frustrant. C'est le match où on a montré des choses, mais ça n'a pas abouti malheureusement. Bon, sur la Ligue 1, pas besoin de se lamenter, mais sur la Ligue Europa, par contre, on a vraiment besoin de se réveiller parce que si on ne gagne pas les 2 prochains matchs, c'est l'élimination. De toute façon, rêver d'être dans les 8 premiers pour être directement qualifié, c'est mort. On va passer par les barrages. C'est comme ça. Bon, pour le 16e de finale de Coupe de France, bon, la Coupe de France, c'est une très belle compétition. C'est la réunification des clubs amateurs de tout le football français face au football professionnel. C'est la meilleure coupe nationale qui existe avec la FA Cup en Angleterre. Je crois que c'est une des coupes nationales où il y a le plus, excusez-moi, il y a le plus de clubs qui y participent.
des clubs de district, bon, il y en a pas, qui se retrouvent très haut, mais des clubs de régional qui vont affronter des clubs même en national, après en Ligue 1. On se rappelle il y a quelques années, un club de national avait affronté le PSG en finale, les Herbiers, enfin, c'est ça la Coupe de France. C'est important d'y participer et de se donner à fond quand même. Contre Lyon en 16e de finale, il faut espérer qu'on fasse mieux. En Ligue Europa, il faut qu'on gagne les 2 prochains matchs contre le Celta Vigo et Fribourg, qui vont être des matchs très difficiles mais décisifs. Pour la Ligue 1, bon, le dernier match pour clôturer réellement la moitié de saison de Ligue 1, parce que bah après là voilà, le seul adversaire qu'on n'a pas encore affronté, c'est Rennes, qui ne va pas être un match facile non plus, parce que Rennes est sur une bonne dynamique. On les pensait milieu de tableau et ils sont remontés très très fort. Donc c'est pour ça on va devoir être très bon, parce qu'ils ont une attaque qui est quand même assez intéressante avec un Esteban Le Paul et un Brel Mbolo qui font des belles choses. Habib Bey a fait un super travail là-dessus. Donc ça va pas être un match facile le 3 janvier. Puis la Ligue Europa, va falloir s'y mettre à fond. Pas le choix. Ceci étant dit, maintenant les quelques rumeurs mercato. Alors peut-être que pendant le mercato de janvier, je vais faire une vidéo mercato plus poussée. Je ne pense pas honnêtement, ça m'étonnerait parce que vous savez que le mercato hivernal au LOSC, il y a rarement de gros départs, de grosses arrivées. Les temps n'aiment pas le mercato de janvier. Et il faut pas s'attendre à grand chose. Donc, restons plutôt zen là-dessus. J'espère qu'on va pas faire des mercatos de merde comme on en a fait un l'année dernière pour ramener un Choubac Pomme et faire partir 2-3 mecs. J'espère un peu plus que ça, si on peut. Mais voilà, après, on sait que André Gomez est sur le chemin, lui est tout indiqué. Après, on sait que Ignacio Miramon qui va revenir de Boca Juniors, lui c'est pareil, porte de sortie. Après, je sais pas trop qui d'autre peut partir, à part Ayoub Boadi, qui il y a quand même 7 clubs sur lui, des clubs top européens, Liverpool, Madrid, PSG, Man United, Chelsea, Arsenal et le Bayern dessus, ce n'est pas rien. 40 millions de valeur marchande, mais on sait que ça peut montrer très très haut pour un jeune comme ça. Là, la prolongation, c'est sûrement pour le vendre encore mieux. À voir ce que ça donne. Est-ce que ce serait pas mieux qu'il fasse une saison complète ou alors qu'il rejoigne un top club dans le risque de ne pas être titulaire alors qu'il y a une Coupe du Monde en fin d'année? Ou est-ce qu'il faut qu'il finisse la saison pour partir cet été? Je pense que partir cet été serait plus judicieux s'il montre encore quelque chose. Parce que de toute façon, vu qu'il a prolongé jusqu'en 2029, je pense pas que ça change quoi que ce soit s'il part dans 6 mois ou maintenant. Mais encore une fois, le risque est à prendre parce qu'on voit, Lignoro a pris du temps à s'imposer à Manchester United. C'est pas encore parfait. Lucas Chevalier à Paris se prend de la merde dans la gueule avec tous les supporters parisiens qui ont, qui ont adoré Gianluigi Donnarumma pour 6 bons derniers mois au PSG alors que pendant longtemps il n'a pas fait grand chose. Aujourd'hui, Chevalier, il est dans le même cas que Donnarumma. Il arrive à 23 ans au PSG. C'était à peu près au même âge que Donnarumma. Les débuts sont difficiles parce que le PSG est un club qui met une pression très très grande sur ses joueurs. Et puis bon, il y a des gros matchs à jouer aussi. Donnarumma, ça a été très difficile pour lui. Il a fait les 6 bons derniers mois qui lui ont valu une Ligue des Champions. Pour ça, les supporters parisiens l'aiment beaucoup. Alors très bien. Lucas Chevalier vit le même destin. Là, les gens commencent à s'acharner sur lui. Donc maintenant, c'est Paris, hein, fallait s'y attendre. Puis bon, Safonov, que beaucoup de Parisiens avaient vivement critiqué sur les quelques matchs qu'il a joué. Là maintenant, c'est Safonov le héros parce qu'effectivement, il a fait un bon match ou quelques bons matchs, tu vois. Mais Lucas Chevalier, bon, on va s'en remettre, je pense, parce qu'il n'a que 23 ans, les gars. N'oubliez pas, pour un gardien, 23 ans, c'est super jeune. Surtout pour un gardien qui a commencé tôt et qui a plus d'une centaine de matchs au compteur. C'est pas beaucoup de jeunes gardiens qui font ça. Donc, estimez-vous heureux quand même d'avoir un gardien. Si Luis Enrique l'a vu, c'est qu'il y a des raisons. Maintenant, pour Boadi, j'espère qu'il ne connaîtra pas un destin un peu difficile comme celui-là. Partir trop tôt, ça peut être risqué. Après, il y a la Coupe du Monde en fin d'année. Alors, ça se joue entre la France et le Maroc. Il y a eu un article qui dirait qu'il aurait choisi définitivement le Maroc. Ça n'a pas été prouvé, ça n'a pas été démenti. Mais comme, en plus, la direction lilloise a interdit à Ayoub de communiquer son choix de sélection tant que ce n'est pas officialisé,
Deschamps a annoncé qu'il comptait sur lui. Il n'a pas été sélectionné pour la CAN, donc affaire à suivre pour Boady. Mais du coup, rejoindre un top club européen peut être risqué pour lui. Moi, c'est ce que je pense. Bon, je passerai très rapidement aussi sur la rumeur de Berkehauser qui partirait à Milan, dans le cas où Mike Maignan partirait. Berkehauser vient d'arriver, je sais pas ce qu'est-ce qu'il va foutre à Milan. Bon, ils ont déjà pris Mike Maignan, ils vont nous prendre lui maintenant. Puis Berkehauser a un peu une histoire à vivre à Lille parce que sur les pas de légende comme Bourak, d'une légende comme Bourak ou quoi, et puis il a l'air de s'y plaire en France surtout. On voit sur les stories, il a l'air de s'y plaire, il a l'air de s'être intégré, il porte le maillot avec fierté, donc je pense qu'il devrait rester à Lille. Et puis de toute façon, je pense que il a pas l'intention de partir. Il n'y a pas trop de raisons. Pour des rumeurs d'arrivée, j'en ai noté deux parce qu'il y en a une qui commence à dater et il y a de moins en moins de chances que ça arrive. On a eu une rumeur de Chibuike Nwaiwu, je sais pas si ça se dit comme ça, excusez-moi, défenseur central international du coup nigérian, de Wolfsberger, valeur marchande de 7 millions, qui a 22 ans. Bon, ça c'était dans le cas où Alex aurait dû se faire opérer et qui ont recherché un défenseur central. Maintenant que ce n'est plus d'actualité, que ça a été confirmé par Genesio en conférence de presse, certainement qu'on ne recrutera pas de défenseurs centraux maintenant. Après, on ne sait pas. Peut-être que ça arrive dans le cas où un défenseur partirait. Après, on a eu aussi un petit jeune, Ismaël Baouf, donc défenseur central, belge et marocain, international marocain, il me semble, de SC Cambuur. Valeur marchande de 1,4 million et 19 ans. Potentiellement, ces jeunes-là sont suivis par le LOSC. Ça ne veut pas dire qu'ils vont arriver. Mais si cet été, on a un départ en défense, comme c'est possible et que ça peut arriver, Alexandro, je dis ça comme ça, ou même Aïssa Mandi, Chancel, on ne sait pas qui c'est qui peut partir. Il est possible que le LOSC cherche une solution jeune, comme ce Nigérian ou alors ce petit Belge marocain. Donc affaire à suivre. Maintenant, je vais voir si je veux faire une vidéo mercato. La vidéo est déjà assez longue comme ça. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai mon Instagram dans la description sur la page de ma chaîne et je le mettrai en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je viens d'ouvrir le compte. Je vais essayer de poster un petit peu régulièrement. Et puis sur ce, eh ben, écoutez, venez me suivre sur Instagram, abonnez-vous à la chaîne bien évidemment. Je dis comme encore et toujours, soutien au dog, fier, fort, féroce. Allez le LOSC.